À l'ère de la mondialisation, les langues représentent un défi dont on parle peu, trop peu, ou en tout cas trop peu de façon objective et informative. Vous comprenez, la langue, c'est dans la société l'équivalent de l'influx nerveux dans un corps humain. Et c'est extrêmement important qu'il y ait rapidité et précision. Quand vous conduisez votre voiture, si entre le moment où vous voyez et le moment où vous réagissez, il se passait 2-3 minutes, il y aurait énormément d'accidents. Un autre aspect du défi des langues, c'est la contamination. Les langues se sont toujours influencées et dans l'ensemble, ça a été plutôt positif en ce sens que ça a eu pour effet de les enrichir. Mais à notre époque, il y a un grave inconvénient parce que la langue source est presque toujours l'anglais et l'anglais a évolué d'une façon très différente du continent européen, donc les mots ont des sens différents. Quand quelqu'un dit contrôler maintenant, vous ne savez plus si c'est le sens traditionnel français qui est de vérifier ou si ça veut dire maîtriser, qui est le sens de l'anglais control. Ou encore un autre exemple, si on vous parle de politique globale, est-ce que ça veut dire une politique qui porte sur tous les aspects du dossier ou bien une politique d'ampleur mondiale, selon le sens du mot anglais global. Alors bien sûr, si les langues posent un défi, c'est à cause de leur immense complexité et de leur très très grande différence. L'accident le plus meurtrier de l'histoire de l'aviation qui s'est produit à Tenerife en 1977 et qui a causé la mort de 583 personnes est dû au fait que le pilote n'a pas compris la phrase « Clipper 1736, report clear of runway ». Alors, bon, moi je suis un ancien traducteur professionnel. J'ai vécu aux États-Unis. L'anglais, je suis censé bien le savoir. Mais je vous assure que si j'avais été aux commandes de cet avion, je n'aurais probablement pas évité la catastrophe. Parce que cette phrase, je ne peux pas la comprendre du premier coup. Or, le drame de l'aviation, c'est qu'il faut réagir en quelques secondes. Quelques secondes plus tard, c'est trop tard. Eh bien, bon, vous allez me dire que peut-être si je ne suis pas capable de comprendre directement une phrase comme celle-là, alors que j'ai la responsabilité de la vie d'environ 600 personnes, c'est que l'anglais, je ne le sais pas si bien que ça. C'est possible. Je ne dis pas le contraire. Ou bien peut-être que je ne suis pas très malin. Je ne le dis pas. Mais quand même, quand on pense que j'ai derrière moi des milliers d'heures d'études, d'approfondissement et de pratique de l'anglais, que j'ai vécu dans un pays de langue anglaise, je me demande quand même si ce n'est pas parce qu'il y a quelque chose qui cloche dans la façon dont notre société envisage la communication linguistique que je n'étais pas capable de comprendre cette phrase-là du premier. Alors, la plupart des langues du monde ont 5 voyelles, A, E, I, O, U. En anglais, il y a 24 sons vocaliques qui s'étalent comme une gamme. C'est pas facile d'arriver à distinguer entre soaks, socks, sax, sax, sex, sex, six, sakes. La plupart des peuples du monde sont incapables de faire ces distinctions. Ou elles sont souvent très très importantes. Si vous dites ship au lieu de ship, vous croyez dire bateau, mais en anglo-saxon, il entend mouton. Prenez par exemple l'expression son secrétaire.
sa secrétaire en français. Elle vous donne une indication sur le sexe du ou de la secrétaire, mais pas du tout sur le sexe du patron. En anglais, c'est l'inverse. His secretary. Vous ne savez pas s'il s'agit d'une femme ou d'un homme qui est secrétaire. Mais ce que vous savez, c'est que c'est le ou la secrétaire d'un homme. Her secretary. C'est le ou la secrétaire d'une femme. Les concepts, si vous voulez, sont regroupés de façon différente. Ce sont des exemples comme cela qui vous montrent que ce qu'on nous raconte en général au sujet des langues est complètement à côté de la plaque. On ne cesse de nous rebattre les oreilles avec l'idée que l'anglais est une langue facile et que la langue mondiale, c'est l'anglais. Eh bien, c'est pas vrai. L'anglais n'est facile qu'au début. Posséder l'anglais, c'est extrêmement difficile. Et l'anglais n'est une langue mondiale qu'en ce sens que c'est la langue dans l'enseignement de laquelle les États engouffrent l'argent des contribuables dans le monde entier pour un résultat absolument médiocre. Une étude sérieuse qui a été faite sur la compréhension de l'anglais par les Européens a démontré que seuls 6% des Européens étaient capables de comprendre un texte d'anglais courant parlé. Donc 94% des Européens ne comprennent pas l'anglais. C'est vrai que beaucoup croient le comprendre. Il y a un grand décalage entre la réponse à la question « Est-ce que vous savez l'anglais ?» et puis ce qu'on observe si on fait un test. Le défi n'existe pas si vous connaissez à fond la langue de l'autre. Mais ça, c'est extrêmement rare. Dans la grande majorité des situations interculturelles, comme on dit maintenant, la communication est hachée, difficile, pénible. Ou alors elle demande des intermédiaires qui coûtent cher. À la suite d'un traumatisme crânien, d'une attaque cérébrale, parfois d'une tumeur au cerveau, on peut très bien perdre l'usage du langage parce que le cerveau n'est plus en mesure de commander le langage. Et on devient ce qu'on appelle aphasique. Eh bien, ce vécu-là, vous l'avez probablement vécu, si vous avez des contacts avec l'étranger, vous avez voulu vous expliquer dans une langue que vous maîtrisiez mal, et puis les mots ne vous venaient pas, votre prononciation était mauvaise, vous compreniez mal, et quelquefois vous avez tout simplement renoncé à dire ce que vous vouliez dire parce que c'était trop fatigant pour le système nerveux de rechercher les mots, les règles de grammaire, etc. Ou bien penser à certaines institutions internationales, comme par exemple le Parlement européen. Pour être parlementaire européen, il faut être élu sur la base d'un programme politique, de sa personnalité, mais jamais on ne demande aux futurs députés européens quelles sont ses connaissances de langue. Résultat pratique, à la cafétéria du Parlement européen, vous voyez les députés regroupés par pays. Peut-être que vous êtes PDG d'une PME et que vous êtes engagé dans des négociations avec un partenaire coréen et au fur et à mesure que la discussion progresse, vous vous rendrez compte que le contrat intéressant sur lequel vous comptiez va vous passer sous le nez, tout simplement parce que votre anglais n'est pas à la hauteur. Et vous savez que votre concurrent suédois, lui, a une maîtrise parfaite de l'arme linguistique. Parce que le langage est une arme, comme le savent tous les avocats, tous les séducteurs et tous les politiciens. Que ces situations soient tellement fréquentes, ça montre qu'il y a un dysfonctionnement dans notre société. Mais on ne voit jamais le problème sous cet angle-là. Et pourtant, quand on pense à l'investissement énorme que font des millions de jeunes, des millions de professeurs de langue, des millions de contribuables, pour un résultat quasi nul pour l'immense majorité des gens,
on se dit, mais enfin, s'il s'agissait d'électricité ou de pétrole, ça ferait un tollé. Mais parce qu'il s'agit de temps, d'argent, d'énergie nerveuse, d'argent des contribuables, d'énergie nerveuse ou psychique ou mentale, on ne fait pas le rapport entre l'énorme investissement, les innombrables frustrations qu'on demande à des millions de gens et le résultat. Et ça se retrouve aussi au niveau le plus élevé.